Je suis à la porte du palais de Topkapi pour le tournage de cette vidéo que vous me demandez depuis longtemps. Je suis devant la porte impériale. Aujourd'hui, notre affaire avec vous est la cour d'Anderun. Le palais de Topkapi est composé de deux cours, Birun et Enderun. La cour de Birun est la cour des services extérieurs de l'État. Enderun est de la cour des services intérieurs, c'est-à-dire que la grande majorité des hommes au sommet qui ont dirigé l'État ottoman pendant 600 ans ont été formés dans cette cour intérieure. Comment était la cour d'Anderun? Quel type de système était-ce? Sous quel règne a-t-elle été formée? Sous quel règne a-t-elle atteint son apogée? Et à quelle période a-t-elle pris fin? Quelle classe y avait-il? Quelles personnes étaient admises ici en raison de quelles caractéristiques? Et comment étaient-elles formées et envoyées en province? Qui a étudié ici? Qui a été diplômé? Qui a fait quoi sous le règne de quel sultan? À quoi servent ces chambres aujourd'hui? Tout, nous. Attends, à l'intérieur, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes entrés par le Bab Humayun. Ici, c'est en fait le jardin avant du palais de Topkapi. Normalement, c'est considéré comme la première cour du palais. Mais le véritable palais commence avec cette porte à tour derrière nous, c'est-à-dire le Bab Selam, en même temps que la porte du milieu. Regardez, vous voyez là, le guichet, les gens dans la file d'attente pour les billets. Dans cette cour, il y a plusieurs institutions du palais ottoman comme l'Aya Irini, Sainte-Sophie, et juste derrière, la monnaie impériale. Notre affaire n'est pas liée à cet endroit. Maintenant, nous allons entrer par cette porte à tour. Quand nous entrerons, l'école d'Anderun ne sera toujours pas là. La cour de Birun apparaîtra. Birun. Ensuite, nous passerons par la troisième porte du palais, appelée Bab Usad. La cour d'Anderun apparaîtra, et c'est après cela que nous essaierons de discuter avec vous, mais de l'Anderun, le véritable sujet de notre programme dans tous ses aspects. Babus Selam, la porte de Kouleli, ou comme les Ottomans l'appelaient, la porte du milieu, est juste derrière nous. Nous sommes maintenant dans la cour de Birun. Cette cour est entourée de divers établissements du palais. Par exemple, la cuisine que vous voyez, là, le Matba Amir, juste derrière, le Hazine Amir, c'est-à-dire le trésor extérieur de l'État. À côté se trouve le Divan Humayun, la salle du conseil où se trouve la tour de la justice. À côté, le pavillon des Zulfu Baltasilar et la porte des voitures du harem. À côté, les écuries royales. Et comme vous pouvez le constater, ces établissements font partie de la cour des services extérieurs de l'État. Alors, où se trouve la cour des services intérieurs de l'État? Juste derrière cette porte que vous voyez. Cette porte est la plus spéciale du palais, Bab el-Sadeh. Pour entrer par la porte Kouleli, il faut l'autorisation des responsables généraux du palais. Pour entrer par cette porte, il faut l'autorisation directe du sultan. Il doit y avoir des choses très intimes à l'intérieur. Pourquoi une protection aussi sérieuse? Pourquoi tant de soins? Est-ce que ce sont les épouses du sultan, par exemple? Elles se promènent à moitié découvertes. Rien de tout cela. C'est une école. C'est la plus grande. Académie de sciences politiques du monde. Et à l'intérieur, environ 200 étudiants masculins reçoivent une éducation. Et les étudiants les plus distingués, les plus spéciaux et les plus instruits du monde sont formés pour devenir des hommes d'État. Et cela, sans distinction de race, de couleur, de langue ou de religion. Allons maintenant dans la cour d'Anderun. Je suis venu à vous en marchant sur le chemin de la souveraineté. Normalement, lorsque vous entrez par cette porte, 3 chemins s'offrent à vous. Le chemin du divan est celui des hommes d'État se rendant au divan Humayun. Le chemin de la cuisine est celui de ceux qui se rendent à la cuisine. Le chemin de la souveraineté, qui passe par le centre, est celui que le sultan empruntait à cheval. Cette cour est la cour de Birun, et au-delà de cette porte magnifique que vous voyez, la cour d'Anderun, notre destination, nous attend. Dans le système scolaire que nous appelons Enderun au palais de Topkapi, des élèves filles et garçons recevaient une éducation. La cour où les élèves garçons recevaient leur éducation se trouve derrière cette porte. Enderun, la cour où les élèves filles recevaient leur éducation,
était le Duteran Humayun, situé derrière les murs que vous voyez ici. Deuter est un mot persan qui signifie fille. De plus, le mot est passé du persan à l'anglais, l'allemand, le néerlandais et ainsi de suite. C'est devenu Doutour, c'est devenu Toktar et ainsi de suite. Notre sujet n'est pas le harem, mais l'Anderon. À la porte du monde des femmes, des élèves filles, les Kara Aalar. Attendez. À la porte du monde des hommes, de la cour de l'école des élèves garçons, les Akawalar. Attendez. Aujourd'hui, vous voyez des bancs en bois sur les côtés de cette porte que nous appelons Bab Us Saad. Sur ces bancs, les Akawalar qui attendaient à la porte de l'école Anderun s'asseyaient. Allons-y. Il faut visiter le palais en connaissance de cause. Il faut le visiter en ressentant. Il faut le vivre directement. Regardez, cet endroit que vous voyez était l'un des lieux où s'asseyaient les Ak-Aalar. C'étaient des hommes imposants. Ils étaient très beaux, grands et élancés. Lorsqu'un élève était choisi pour le palais, il était sélectionné par des personnes connaissant certainement la science du visage et la science du corps. Ilmissima, c'est-à-dire la science du visage. Vous savez, dans la rue, vous regardez quelqu'un et vous vous dites que cet homme a des soucis. Vous regardez quelqu'un d'autre et vous comprenez par son visage que cette personne est honnête. La conscience se reflète sur le visage des gens. Lorsqu'ils choisissaient ses enfants, ils regardaient leur visage. Ce n'était pas seulement pour voir s'ils étaient bons ou mauvais. Leur esprit, ils savaient ces choses. La science du corps était très importante. Ils regardaient le corps. Ils examinaient la proportion des membres. Et bien sûr, ils prêtaient attention à la taille et à l'allure imposante. Sokulu Mehmet Pacha a étudié à l'école Anderun et a été le grand vizir le plus longtemps en poste de l'Empire ottoman. Et son surnom était Tabi. Tabi, c'est-à-dire Mehmet Pacha le Grand, avait été recruté du village de Sokolovic, en Bosnie. L'école que nous allons voir à l'intérieur est tellement intéressante, comme je l'ai souligné un peu plus tôt. C'est-à-dire, il n'y a pas de « sa mère est de sang noble ». Ah, son père est de lignée noble, ici. Ils n'étaient pas riches de cette manière, ni fortunés de cette façon. On ne prêtait aucune attention à cela. Ils étaient choisis. Les personnes les plus intelligentes, talentueuses et méritantes trouvaient à leur place dans cette cour. Et elles pouvaient même épouser les filles des hommes, les plus influents du monde, et devenir gendres du palais. Allez, nous pouvons maintenant entrer. Nous entrons par la porte de la félicité. Il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, si je vous disais que cette pièce que nous appelons aujourd'hui la salle de soins pour bébés était autrefois un endroit que les gens redoutaient d'entrer. C'est l'entre-deux portes ici. Il y en a un identique ici. Il y en a un identique ici aussi. Regardez, l'endroit que vous voyez ici, c'est là où se tenaient la nuit les agas blancs, dont je vous ai parlé, et le jour, ils se tenaient devant la porte. Nous sommes ici face à leurs statues en plastique. Ce n'étaient pas de simples gardiens de porte, mais des personnes extrêmement qualifiées, car ils se trouvaient à la porte de la plus grande académie de sciences politiques du monde. Leur formation était extrêmement solide. Ils supportaient le poids de cette école. Ils avaient les compétences et les capacités pour se tenir à la porte des enfants qui, après avoir été formés dans cette école, deviendraient les futurs grands vizirs. Nous sommes maintenant à quelques pas d'entrer dans la cour, l'Endrun. Parfois, mais je le dis au groupe, pour comprendre la cour d'Anderon, l'école d'Anderon, changez le U, Nathan, à la fin de ce mot, en I, si vous résolvez tout, Enderon. Nous avons changé le U à la fin en I. Qu'est-ce que ça donne? C'était le plus profond, le plus spécial, la cour la plus intime. Quand on pense à intime, on imagine tout de suite les épouses du sultan, ses filles, etc. Non, l'intimité ne signifie pas cela. L'intimité signifie par exemple ce à quoi une personne tient vraiment, ce à quoi elle accorde le plus de valeur. Pourquoi disons-nous Mesjid Haram? Pourquoi Allah a-t-il donné ce nom? Il dit, c'est l'endroit que je me suis réservé qui m'est spécial. Il dit que vous ne pouvez même pas arracher une herbe ici. C'est un endroit extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui est intime dans cette cour? Les enfants qu'ils chérissaient, comme la prunelle de leurs yeux. Ils n'étaient pas les enfants biologiques du sultan, mais ils étaient traités avec autant de valeur qu'un prince. Chéris,
et éduqués ici. Lorsque vous entrez dans la cour d'Anderun par cette porte, la première chose qui attire notre attention est la salle d'audience. Un jour, je vous parlerai longuement de cette salle d'audience dans une autre vidéo YouTube. À l'intérieur de cette pièce que vous voyez se trouve le trône du sultan. Lorsque la réunion du divan impérial se termine, les hommes d'État viennent ici. C'est ici que le sultan présente les décisions prises. Il les approuvait ou les rejetait. Maintenant, une personne intéressée par ce sujet entre dans la cour d'Anderun. Alors, que devez-vous faire? Vous devez connaître les classes d'Anderun. Anderun est composé de 7 classes au total. Je compte un total de 7 classes. Cela peut ne pas rester en mémoire au début, mais comme je vais les parcourir étape par étape dans d'autres vidéos, je pense que vous les mémoriserez toutes. Petite chambre, grande chambre, département des expéditions, volière, trésor, cellier, appartement privé. Regardez, l'école Anderun n'est pas une école au sens où nous l'entendons habituellement. C'est-à-dire que nous allons à l'école primaire. C'est l'enseignement primaire 1, 2, 3, 4, puis à partir de la 5e classe, le premier cycle du secondaire dans l'ancien système, puis 5, 6, 7, puis cela devient le lycée. Ce n'est pas quelque chose qui dure 4 ans. Il n'y a pas de saut de classe. Voilà, je me suis inscrit dans cette classe. Nous sommes 30 personnes, nous avons avancé à 30. Il n'y a rien de tel. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé les humains égaux. Chacun est différent, comme les doigts d'une main. Tout le monde a des capacités, mais les capacités de chacun ne sont pas les mêmes. La perception de chacun n'est pas la même. C'est pourquoi il prenait les plus intelligents dans cette école. Mais ces élèves, les plus intelligents, étaient soumis à une éducation et un traitement différent dans cette école. Les affectations de classe étaient individuelles. Par exemple, s'il y avait un enfant super intelligent dans une classe, il n'était pas obligé d'attendre ses camarades pendant 1 an. Il pouvait soudainement passer dans les classes supérieures. Je pense à un élève exceptionnel de l'Anderun, le prince Suleiman, c'est-à-dire son père Yavuz Sultan Selim. Alors qu'il était sultan à Istanbul dans ce palais, il était gouverneur de province à Manisa. Et un jour, en se promenant dans les rues de Manisa, à l'époque bien sûr, les maisons avaient toutes des portes principales avec des jardins. Il a entendu le son d'un kemense classique. S'échappant de la porte du jardin d'une maison, la porte a été frappée. La porte s'est ouverte. À l'intérieur, une vieille femme, un jeune garçon d'environ 14-15 ans. Qui était-ce? C'était Pargalou, Makboul Ibrahim Pacha. Il est devenu ami avec le prince Suleiman. Le sultan Soliman le Magnifique l'aimait beaucoup. Il était vraiment très intelligent, pas qu'un peu. Il était très talentueux, 10 talents dans 10 doigts. Le sultan Soliman, qui avait pris ce jeune homme comme ami et compagnon, lui-même jeune à l'époque, qu'a-t-il fait? Il l'a envoyé à Istanbul. Il l'a inscrit à l'école d'Anderun. Pargalou Makboul Ibrahim Pacha a étudié dans cette cour, s'est formé et dès qu'il a été diplômé. Dans l'histoire ottomane, il est le seul à être devenu directement. Normalement, une fois diplômé d'ici, vous montez progressivement en tant que Sankak Beyi, puis Beyler Beyi. Vous devenez 3e vizir, 2e vizir, puis grand vizir. Il était le seul à être devenu directement grand vizir. C'était lui qui est devenu directement grand vizir. Nous parlons donc de Makboul Ibrahim Pacha. Oui, j'avais mentionné qu'il y avait 7 classes à Anderun. Ces 7 classes à Anderun comprenaient les 2 premières classes, la petite et la grande salle. Regardez, dès que vous entrez par cette porte que vous voyez derrière moi, il y avait la petite salle à droite. Le bâtiment que vous voyez à gauche était la grande salle. La petite et la grande salle. Les élèves de la petite et de la grande salle étaient appelés Dolamalular, au palais. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des vêtements. En une seule pièce, de haut en bas, en forme de robe, qui s'étendaient vers le bas, car les vêtements que les sultans portaient sous leur caftan étaient similaires à l'époque. Et les parties inférieures de ces vêtements qu'ils portaient, avec bien sûr des pantalons bouffants en dessous. Pour éviter que les bords ne touchent le sol ou ne frottent contre leurs pieds, pendant qu'ils faisaient des travaux, ils les tenaient et les glissaient dans leur ceinture. Parce qu'ils glissaient ces vêtements dans leur ceinture, on les appelait Dolamalular. Ils recevaient 8 accès comme solde. 8 accès est un montant faible, mais ils n'avaient pas vraiment besoin d'argent, car tous leurs besoins étaient pris en charge par le palais. Allons faire un tour dans ces pièces.
Regardez, cet endroit que vous voyez est la grande salle, c'est-à-dire la deuxième classe, des 7 classes de Landerun. Juste derrière nous, l'endroit que vous voyez est la petite salle. Allons-y par là. Oui, ici c'est aussi la petite salle. Je vais m'asseoir un peu. Comment un élève était-il admis à Landerun? Comment un élève était-il admis à l'école Landerun? Comme je l'ai dit, que votre père soit un pacha ou que votre mère vienne de sang noble n'intéressait pas du tout l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, ce genre de noblesse n'était pas pris en considération. Dans le système ottoman, le talent était très important. Vous pouviez être un enfant gardant des moutons dans un village isolé des Balkans ou le fils d'un homme s'occupant de chameaux au Moyen-Orient. Cela ne faisait aucune différence. Vous pouviez être l'enfant d'une tribu nomade, vivant dans les pâturages, d'été et d'hiver en Anatolie. Cela n'avait aucune importance. Vos talents étaient découverts. Il y avait une unité appelée Turnachibashi. Il y avait un dirigeant, chef. C'étaient des personnes incroyables, capables de comprendre ce qu'une personne était, rien qu'en la regardant dans les yeux. Les Turnasilar et leur chef, le Turnachibashi. Ils effectuaient des recherches dans les Balkans, en Anatolie, au Moyen-Orient, et même dans le Caucase lorsque des enfants devaient être recrutés. Pour l'école, Enderun, Lachemi Olanlar Ocha, ou les janissaires, via le système de Devshirme. Si dans une maison, il n'y avait qu'un seul enfant, cette maison n'était pas visitée. On visitait les maisons avec plusieurs enfants et une inspection était effectuée. Si l'enfant était apprécié, il était convoqué pour l'examen principal sur la place du village. Dans l'Empire ottoman, le jour de congé était le vendredi. Nous connaissons le devshirm de Sokulu Mehmet Pacha. De longues tables en bois sont installées et on donne aux enfants des cuillères en bois avec de très longs hadzen, manches, puis on place devant eux un bol de soupe. On leur dit bon appétit et les enfants se demandent comment boire avec ces longs manches. Certains plongent la cuillère par le bas dans leur bol pour essayer de boire, tout en s'occupant de ne pas crever l'œil de leurs voisins avec le bout du manche. Certains tiennent par le bout. Ils ne peuvent ni plonger dans leur bol, ni porter à leur bouche. À ce moment-là, ils cherchent un génie. Et on ne demande à aucun enfant combien font 2 plus 2. Génie. 2 d'entre eux boivent la soupe différemment. L'un plonge dans le bol de l'autre et lui fait boire. L'autre plonge dans le bol de celui-ci et lui fait boire. Ils interviennent immédiatement. « Pourquoi buvez-vous différemment ?» demande-t-il. L'un d'eux dit, le jeune homme blond en face a dit de boire ainsi. « Viens ici » disent-ils à lui. « Qui est-ce » C'était Sokolu Mehmet Pacha, le grand vizir dont la mort a marqué le début de la stagnation de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que les gens étaient choisis en fonction de leur intelligence, de leur capacité, de leur esprit pratique, de leur génie. Ils étaient d'abord placés dans une famille turque musulmane où ils restaient près de 2 ans pour apprendre les coutumes et les traditions. Vous savez, l'éducation commence dans la famille. Ensuite, ils étaient admis à Landerun d'Edir. Ensuite, ils étaient amenés à Istanbul, bien sûr, étape par étape. Ils ne viennent pas tous. À l'Enderun d'Istanbul, Galatasaray était une école Landerun fondée sous le règne de Bayezid II. Ensuite, le palais de Pargalu Ibrahim Pacha sur la place Sultan Ahmet. C'était aussi une école Enderun. Allez au palais de Pargalu. C'est actuellement le musée des arts turcs et islamiques. Au 2e étage, vous verrez de petites cellules d'étudiants. Le palais a ensuite été transformé en Enderun. Et bien sûr, que faisait-on des élèves les plus remarquables de la classe supérieure, sélectionnés avec soin? Ils étaient amenés ici. Ils recevaient leur éducation dans cette école magnifique que vous voyez, Enderun. À Enderun, dans ces 7 classes, chaque groupe d'élèves avait une 2e tâche en dehors des cours. Maintenant, je regarde nos enfants aujourd'hui. Ils vont à l'école du matin jusqu'à l'après-midi et reviennent de l'école l'après-midi. Ils remplissent leur sac. Appareils électroniques, téléphones, séries télévisées. Je ne sais pas comment ces enfants vont devenir des adultes, alors qu'à l'école Enderun ou dans le système éducatif historique, mémoriser le savoir était essentiel. Êtes-vous autodidacte ou avez-vous été à l'école? Que disons-nous aux enfants aujourd'hui? Nous demandons combien proposez-vous? En quelle classe es-tu? Je vais à 3, à 5, à 10. C'est fini. C'est fini? Bien sûr que non. Passer en classe supérieure ne fait pas de vous un adulte. Il y a beaucoup de gens sans emploi dans la rue. Pourquoi parmi ceux qui ont terminé la même école, la même classe, 3, travaillent dans des endroits de haute qualité alors que 15 ou 20 sont dans des endroits de moindre qualité? Alors, quelle en est la raison? Qu'est-ce qui était
importante ici, c'était d'apprendre cette leçon. L'enseignant l'explique à tout le monde. Le même livre est devant chaque élève. Mais celui qui intègre cela dans sa tête et le diversifie avec son intelligence pratique, qui le met en œuvre, réussit. Mais que se passe-t-il pour celui qui ne peut pas le mettre en œuvre? Il reste en arrière-plan dans ce domaine. Et bien sûr, son revenu est également faible en conséquence. À Anderon, chacun des élèves des 7 classes avait une deuxième occupation en dehors des cours. Pour les élèves de la petite et de la grande chambre que vous voyez, le service secondaire, en dehors des cours, était la cuisine. Aucun élève qui n'entrait pas dans la cuisine ne lavait pas la vaisselle, ne coupait pas de bois, ou, pardonnez-moi, ne nettoyait pas les toilettes, ne pouvait devenir grand vizir. Oui, c'est le système. Je suis une personne qui parcourt la Turquie depuis des années. Et peut-être depuis 20, 25 ans, j'ai voyagé dans ce pays, non seulement dans les villes, mais aussi jusqu'au district. Vous allez dans une ville ou un district, vous voyez un maire ou un gouverneur. Il est impeccable. Comme la terre, il s'assoit, se lève, il est parmi le peuple, il vous accueille, vous fait visiter, s'efforce de vous expliquer et d'enseigner quelque chose lorsque vous allez dans un district. Le sous-préfet, le gouverneur, le maire ont le nez en l'air au-delà des montagnes de Kaf. Ils disent qu'ils ont créé tous les mondes. C'est comme ça. Ils sont imbus d'eux-mêmes, ils ne pensent qu'à lui-même. Ils ne se soucient pas de sa position, de son environnement, de la ville où il se trouve, ni de ses habitants. Dans de telles situations, je comprends immédiatement. Le premier enfant, c'est-à-dire le premier dirigeant, c'est l'élève qui, dans son enfance, a été formé pas à pas, sans être gâté, en retournant les chaussures des invités, à la demande de ses parents, en tenant les bonbons pour les invités et en servant l'autre. L'autre, ce sont ceux qui ignorent leur environnement et leur société et ne pensent qu'à eux-mêmes, ceux qui ont été continuellement gâtés. Ainsi, l'école Anderon était un endroit aussi magnifique. Nous avons maintenant vu la petite et la grande salle. La 3e classe. L'endroit que vous voyez juste à ma droite est le département des expéditions. Le département des expéditions était fermé à clé depuis environ 5 ans. Il était en cours de restauration. La restauration est terminée et il a été ouvert. C'est l'endroit où les élèves de la 3e classe de l'école Anderon résidaient en internat. Ici, les élèves faisaient bien sûr des travaux variés selon leurs compétences. L'un de leurs travaux les plus importants était l'entretien des vêtements, du palais. J'ai maintenant préparé des vidéos distinctes concernant ce nouvel endroit ouvert. Je vous présenterai ces vidéos une par une sur ma chaîne YouTube dans les jours à venir, après cette vidéo. Vous aurez également l'occasion de les regarder, c'est-à-dire l'unité du trésor à côté du dortoir des expéditions, le dortoir du trésor juste un peu plus loin et le garde-manger à côté. Nous verrons des vidéos distinctes pour chacun de ces endroits. Maintenant, Seferler est en 3e classe. Nous passons maintenant à la 4e classe. Regardez, je passe devant la salle d'audience. À ma droite se trouve la bibliothèque Anderon. À ma gauche, la salle d'audience. En fait, je viens de passer à côté de la grande salle. Regardez, la section que vous voyez ici est le Kushan. En fait, ne confondez pas. Avec le bâtiment devant nous, ce bâtiment. Les Agas étaient donc à Anderon. Dans cette cour, environ 200 étudiants masculins recevaient une éducation. Et bien sûr, ces étudiants faisaient leurs prières 5 fois par jour, accomplissant leurs actes de culte ici en communauté. Voyez-vous, ces hauts murs. Juste derrière, la mosquée d'Anderun et le dortoir de la grande chambre. Regardez, il n'y a pas une seule fenêtre sur les murs. Pourquoi? Parce que derrière, c'est le monde des femmes. Vous voyez un balcon très orné du harem et Humayun, un fronton à arc pointu. Les fenêtres supérieures à arc pointu, c'est là et derrière se trouve le Kushan. Les élèves de 4e année de l'école Anderon y résidaient. Ces élèves avaient bien sûr de nombreuses tâches, mais l'une de leurs missions les plus importantes était de s'occuper des oiseaux du palais. Des oiseaux de proie comme les faucons, des oiseaux d'ornement comme les perroquets. Leur deuxième tâche était de s'occuper de la cuisine de nuit du sultan. Un jour, vous visitez le harem du palais de Topkapı. Après avoir parcouru tout le harem,
En sortant par le chemin d'or se trouve juste derrière ce mur que vous voyez. En sortant par le chemin d'or, juste derrière ce bâtiment avec balcon, vous verrez la cuisine de Kushan à l'intérieur. Une petite cuisine. Maintenant, le sultan, la nuit est tombée, il s'est réveillé, il avait faim, il voulait manger ou boire quelque chose. Cela peut arriver à n'importe qui. Est-ce que le repas viendrait des cuisines situées dans un coin de la cour de Biren jusqu'au pied du sultan, au milieu de la nuit? Bien sûr que non. Le service de cuisine nocturne du sultan était assuré par les étudiants du dortoir de Kushan. Alors, quelle était la logique ici? La logique ici, c'était de faire servir les étudiants pour les mûrir et les préparer pour l'avenir. Combien cela fait-il? Cela fait 4 classes, petite chambre, grande chambre, dortoir des expéditions, dortoir de Kushan. Ensuite, il y a la 5e classe. Où ça? Bien sûr, le trésor. Où allons-nous pour le voir? Nous avançons d'ici. Depuis longtemps. Eh bien, Monsieur Talha, il disait de raconter Landerun de manière complète. Je racontais toujours un peu ici et un peu là. Pourquoi? Parce que pendant des années, les classes de Landerun au palais de Topkapi étaient fermées. J'attendais l'ouverture de ces classes, parce que je vais les raconter. Ensuite, les gens seront curieux et voudront y entrer, mais elles sont verrouillées. Les reliques sacrées, la dernière classe de l'école Enderun, le plus spécial. Et maintenant, depuis 1 an et demi, même cela était verrouillé. Maintenant, c'est ouvert. Rappelons-nous maintenant cette façade. Regardez, nous sommes entrés par cette porte. C'était la petite pièce que vous voyez là. La grande pièce est de l'autre côté de la porte. Nous avons appelé cela le département des expéditions, de la 3e classe. La volière était juste en face de cela, en 4e classe. Et en face de nous, la 5e classe, c'est-à-dire le trésor. Regardez maintenant, ce n'est pas un dortoir. Après la conquête d'Istanbul par le sultan Mehmet le Conquérant, en 1453, il commence la construction du magnifique complexe au sommet de cette péninsule, le palais le plus complet du monde. Un palais incroyable, dont les proportions respectent le nombre d'or, à 97%. Le bâtiment que vous voyez ici a été commandé personnellement par le sultan Mehmet le Conquérant, c'est-à-dire que tous les bâtiments que vous voyez dans le palais n'ont pas été commandés par Mehmet. D'autres sultans ont également ajouté des éléments au fil du temps. Par exemple, ce que vous voyez ici est le dortoir des Seferliler, la 3e classe de Landerun. Cette classe, par exemple, a pris beaucoup d'importance sous le règne de Murad IV, les Seferler, les élèves de la 3e classe de Landerun qui partaient en campagne avec le sultan. Ici, c'est le trésor, les élèves du dortoir du trésor, c'est-à-dire les élèves de la 5e classe de Landerun, accomplissent leurs devoirs ici. Mais ils ne restent pas ici en internat. L'endroit où ils restent en internat est juste à côté du trésor. À côté du trésor se trouvent les élèves de la 6e classe. Le Kileran, à côté de cela, se trouve le dortoir du trésor. Revenons ici. Que se passait-il au trésor? Il y avait 2 trésors dans l'Empire ottoman. L'un extérieur, l'autre intérieur. Le trésor extérieur se trouvait juste dans la cour du Biren. C'était l'unité, située à côté du divan Nushumayan. Quant au trésor intérieur, c'était ici. C'est-à-dire que vous avez de l'argent dans votre poche, dans votre portefeuille. De l'argent pour une utilisation immédiate. Et vous avez aussi de l'argent investi dans votre banque ou ailleurs. Eh bien, cet endroit que vous voyez ici n'est pas pour une utilisation immédiate, mais pour votre argent investi. C'était l'argent de l'Empire ottoman. Approchons-nous un peu du trésor. C'est très bondé, très dense, en fait. Nous sommes en semaine, pas en week-end, mais avec le réchauffement du temps. Et le début des excursions scolaires, la foule a considérablement augmenté. Regardez, ce bâtiment est un bâtiment très important. C'est un bâtiment construit par le sultan Mehmed, le Conquérant. Et il a été fermé pendant exactement 12 ans. Parce que c'est le plus ancien bâtiment du palais datant de l'époque de Fatih. C'est pourquoi il a subi une restauration sérieuse. Il a été examiné de A à Z et complété. En fait, il y a aussi certaines œuvres que nous ne remarquons pas en regardant d'ici. Juste à côté du trésor, remontant à l'époque de Fatih, le plus ancien bain, et buanderie de l'école Enderun, qui est maintenant restée dans les expéditions, continue de se tenir à l'intérieur des expéditions. En fait, lorsque vous entrez dans le trésor, une partie du trésor sert également de section froide de ce bain. Donc Fatih construit à eux un palais.
il n'y a pas sa femme et ses enfants dans ce palais. Vous savez? Pourquoi Fatih est-il numéro 1? Nous le comprenons d'ici. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à un palais? Les palais européens. Le roi. Une multitude de reines du roi. Les serviteurs. Les gardes. C'est tout. C'est ça un palais, n'est-ce pas? En Europe, dans les Buckingham des Anglais, les Versailles des Français, les châteaux de Chambord, les boulevards, dans les palais de Potsdam, Würzburg, Nuremberg des Allemands. Vous voyez cela. Nous avons un palais. Il y a un sultan. Le sultan a des étudiants masculins et féminins. Ils n'ont pas d'enfants. Le Sariatique, que Fatih a fait construire pour Bayezid, était l'endroit où résidèrent sa femme et ses enfants. C'est ainsi qu'ils étaient une superpuissance, numéro 1, quand ils ont commencé à entourer leurs épouses et enfants, et à mélanger les affaires du monde avec leurs affaires familiales et l'État. Ils se sont affaiblis, puis ils ont été renversés et ont disparu. L'Enderun est très spécial, il est très impressionnant. Quelle est la tâche des élèves de 5e année qui résident à l'internat, dans le trésor? C'est l'or, le diamant, les bijoux. C'est le trésor intérieur du palais. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Regardez comment les élèves sont honorés. Que fais-je pour l'élève qui arrive en 5e année? Je confie le diamant du Khashoggi. Les détails sur le trésor seront dans la vidéo que j'ai préparée, qui arrivera dans les prochains jours. Allons maintenant vers le Kileran. Lorsque la vidéo où je vous explique le trésor sera publiée, vous serez très impressionnés, car c'est un endroit très impressionnant, avec une loge spéciale et un balcon commandé par Fatih lui-même. Le pavillon de Fatih. La structure que vous voyez ici est le Kileran, ou Kilaran. Comme vous pouvez le lire sur les panneaux, elle est aujourd'hui utilisée comme bâtiment administratif par la direction du palais de Topkapı, car le président de notre palais, les gestionnaires ici, les chefs de personnel, de nombreuses personnes, utilisent ces unités que vous voyez comme bureaux. Alors, que faisait la classe des killers? Quand on parle de killers, est-ce qu'ils attendaient à côté des sacs de farine? Bien sûr que non. Les élèves que vous voyez ici étaient désormais des élèves de 6e année de cette cour. Ils géraient toute la cour. Mais avec cette cour, ils supervisaient toutes les affaires de nourriture et de table du palais. Est-ce facile? Imaginez. Dans ce palais, surtout pendant les périodes de Yavuz et Khan, lorsque les terres de l'État ont triplé, la cuisine s'est également agrandie. Environ 2000 personnes vivent au palais. Et les unités de ces personnes sont différentes les unes des autres. Les Karahalar ont un département séparé, les Uluflu Baltaselar un autre, et l'imprimerie Amir un autre encore. À l'intérieur, il y a une Helvahan, une Sorbahan. Ce sont toutes des unités distinctes. La cour d'Enderun est divisée en 7 classes. Divan Ihumayun. Il y a des réunions du divan plusieurs jours par semaine. Des repas spéciaux pour eux et leurs invités. Des repas distincts pour le monde des femmes dans le harem. Le sultan et son entourage. Ainsi, des dizaines de plats différents sont préparés chaque jour au palais. Ils sont envoyés à différentes unités, donc ces repas doivent être bien préparés et sains. Personne ne doit y ajouter quelque chose de toxique ou de problématique. L'approvisionnement en ingrédients pour ces aliments doit être correctement effectué. C'est ce travail complexe et difficile que les étudiants de la section Kilar accomplissaient. S'ils parvenaient à établir et à faire fonctionner ce système magnifique, ils passeraient en 7e classe et deviendraient ensuite les dirigeants les plus importants de ce vaste empire ottoman. Nous avons réglé la 6e classe. Maintenant, nous allons passer à la 7e classe. N'oublions pas une chose. Qu'avions-nous dit? L'école Enderun a 7 classes. Nous avions dit que la 5e classe était le trésor. Le dortoir des étudiants du trésor était ce bâtiment que vous voyez ici. Le dortoir des étudiants du trésor. Alors, normalement, qu'était le trésor? C'était le trésor intérieur. Le bâtiment que vous voyez derrière nous. Le trésor intérieur. Il vient d'ouvrir. Des bijoux magnifiques sont exposés. La plupart ont des histoires. Je vais vous les transmettre petit à petit. Les étudiants qui servaient dans le trésor résidaient en internat dans ce bâtiment que vous voyez et ils prenaient soin des trésors du palais. Et maintenant, passons à la 7e classe. Voulez-vous que je vous dise ce qui me rend triste? Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes viennent dans ce vaste palais.
des locaux et des étrangers. Et l'endroit le plus important que ces gens devraient connaître est la 7e classe de Landerun, c'est-à-dire le pavillon privé. Mais locaux et étrangers, 99% des gens partent sans savoir ce qu'est cet endroit le plus précieux du palais dans cette cour. C'est tout simplement incroyable. Nous devons être capables d'expliquer ce pavillon aux gens. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Je suis vraiment extrêmement désolé à ce sujet. Anderun. Cette classe, petite chambre, grande chambre, pavillon des expéditions, volière, trésor, cellier, pavillon privé. Maintenant, nous avons parlé de 6 de ces 7 classes. Nous avons dit que chacun avait une deuxième fonction en dehors des cours. Les élèves des petites et grandes chambres s'occupèrent de la cuisine. Le pavillon des expéditions s'occupait des vêtements du palais, en particulier de l'entretien des costumes spéciaux portés lors des cérémonies, des fêtes et des défilés majestueux. La volière s'occupait des oiseaux du palais. Il s'occupait de la cuisine du sultan. Le trésor s'occupait du trésor, en particulier du trésor intérieur. Le Kilar coordonnait tous les services de cuisine de la cour. Il gérait cette hiérarchie. La 7e classe, la chambre privée. Où est-ce? C'est l'unité, en forme de L que vous voyez là. Regardez, la longue branche du L est ici. La courte branche du L est ici. Cet endroit que vous voyez est la chambre privée. Je préparerai également une vidéo sur la chambre privée et la chambre spéciale à l'intérieur et je vous expliquerai en détail cette classe. Ensuite, nous entrerons à l'intérieur. Je vais essayer de vous transmettre un par un les reliques à l'intérieur et tout le système de cette école, c'est-à-dire la dernière classe de l'école Anderun. Ici, je fais un petit résumé parce que c'est une cour immense. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas m'étendre et vous ennuyer. Voici la chambre privée. Ceux qui étaient diplômés de la section Kilar, qui montrèrent du mérite et qui étaient parmi les meilleurs, étaient admis ici. Et le nombre d'étudiants dans cette chambre en forme de L que vous voyez était de 40 personnes. 39 étaient des étudiants. Qui était la 40e personne? C'était le sultan lui-même. Oui, le sultan. Sultan Mehmet le Conquérant. Sultan Bayezid II. Yavuz Sultan Selim. Sultan Soliman le Magnifique et Selim Tegue. Depuis la conquête d'Istanbul, où se trouvèrent la chambre à coucher, le salon, la salle de réunion privée des 5 premiers sultans, c'était dans la chambre privée. Les étudiants ici dormaient et se levaient avec le sultan. Comment ça? Les sultans ne dormaient-ils pas avec leurs épouses? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous pensiez? Vous pensiez que c'était comme votre propre vie, n'est-ce pas? Il est 5 heures du soir. La journée de travail est terminée. Évitez d'être grondé par elle. Rentrons à la maison au plus vite. C'est ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas une telle vie. Ils ne passaient pas la nuit avec leurs épouses. Bien sûr, ils se retrouvaient de temps en temps. Sinon, comment auraient-ils eu des enfants? Mais ces gens dormaient et se levaient seuls. En d'autres termes, la vie des sultans n'était pas celle que vous enviez tant. 39 étudiants de la chambre privée, étudiants masculins. L'étudiant numéro 1, Silatara. L'étudiant numéro 2, Suhad Aran. L'étudiant numéro 3, Rikab Dar'an. Chacun d'eux avait des services spéciaux pour le sultan. Leur première tâche était de se tenir à deux, 24 heures sur 24, derrière le sultan, et de faire un stage en politique, car tout le système d'État tournait autour du sultan. Leur deuxième tâche était de s'occuper des reliques sacrées. Oui, regardez. Nous avons d'abord fait entrer l'étudiant que nous avons admis à Landerun dans la cuisine. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Nous lui avons fait allumer le feu, transporter du bois, le couper, nettoyer les toilettes, et nous l'avons humilié. Dans le soufisme, comme dans l'éducation de la tech, nous avons brisé son ego et son individualité. Parce que, voyez-vous, ni vous ni moi ne voulons que nos dirigeants soient arrogants, vaniteux et déconnectés de la société, que de tels dirigeants disparaissent. Nous voulons voir des dirigeants modestes, comme la terre, issus de la société et vivant parmi elle. Nous ne voulons pas voir des dirigeants vivant dans des palais, derrière la montagne de Kaf. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la République ou la monarchie, je l'ai même dit là-bas. Bien sûr, la République. Regardez, je suis un historien qui dit cela au palais de Topkapı. Je dirais la monarchie. Si Fatih vient, je l'accueille avec respect. Que ferons-nous si c'est le 3e Osman qui vient? Un savant peut naître d'un tyran et un tyran d'un savant. C'est-à-dire qu'un sultan est un roi, il est classe, il est formidable. Son fils est un vaurien.
Que ferons-nous? N'y a-t-il pas d'exemple? Ne me faites pas énumérer maintenant, je veux dire, de l'histoire. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi le meilleur est ce que choisit le peuple. Si celui au sommet se corrompt, tu le destitues et en amènes un nouveau. Le plus beau message à donner au palais de Topkapi est, en fait, le reflet de la volonté du peuple dans la gouvernance. Est-ce que je critique l'Empire ottoman? Non, je ne le critique pas. Pendant les siècles où il a existé, l'éducation ottomane était la plus magnifique au monde. C'était le système de gouvernance de l'Empire ottoman, parce qu'à côté du sultan, il y avait le divan Humayun, le grand Fatih, Soliman le magnifique, Yavuz. Lorsqu'une décision devait être prise, le divan la prenait, l'approuvait ou la rejetait. Cependant, si à l'époque, vous vous étiez levé aux côtés de l'ennemi de Sultan Suleiman à l'est et aviez dit « Mon roi, vous vous fatiguez beaucoup, laissez-moi vous nommer un comité », il vous aurait soit brûlé vif, soit enterré vivant, soit fait couper la tête. En d'autres termes, le système de gouvernance d'Osman, qui, à cette époque, était vraiment un modèle à suivre dans le monde. Donc, en racontant cela, il faut être équilibré. Nous ne devons pas perdre l'équilibre et dire vive le retour de la monarchie. Bien sûr, nous ne devrions pas le dire. Où en étions-nous? Nous étions dans le cercle privé. Quelle était la deuxième tâche de ces étudiants? C'était l'entretien des reliques sacrées. Regardez, l'Empire ottoman, qui faisait entrer les étudiants des 2 premières classes dans la cuisine, confiait aux enfants de la dernière classe le manteau du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, son étendard, la chemise de l'imam Hussein et le voile de Fatima, c'est-à-dire le summum, de l'honneur. À Landeron, il y avait une éducation centrée sur l'humain. Donc imaginez, est-ce que nous confions à cet enfant de la dernière classe le peigne de notre prophète, paix et bénédiction sur lui? Oui. Alors, que lui confierons-nous une fois qu'il sera diplômé? Essayez de deviner. Dites-moi quelque chose de plus précieux que le manteau de notre prophète, paix et bénédiction sur lui? Puis-je donner la réponse? Je vais vous le dire. L'homme, l'État et la société? Oui, c'est ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre prophète qui le dit. Le cœur humain est plus précieux que la Kaaba. Celui qui brise le cœur d'une personne commet un péché plus grand que de détruire la Kaaba, dit-il. Il s'agit ici d'une gestion de l'État centré sur l'humain. Les élèves de la dernière classe, voici les dortoirs que vous voyez, la longue branche de ce L. À l'époque de Fatih, c'était sous forme de petites cellules. Dans les siècles suivants, les petites cellules ont été supprimées et transformées en un seul dortoir, unifié. Le coin, la pièce, circulaire, était la chambre privée. Et c'est ici que les sultans séjournaient. Après l'arrivée des reliques sacrées, elles ont principalement été placées ici. Ces élèves s'occupaient à la fois du service du sultan 24 heures sur 24 et de l'entretien des reliques sacrées. Savez-vous comment je vais conclure le sujet dans la cour d'Enderun? Avec un événement qui, je pense, va surprendre presque tous d'entre vous. En fait, nous ne connaissons pas du tout l'Empire ottoman. Allez, suivez-moi. Maintenant, vous voyez 2 bâtiments. Ce bâtiment que vous voyez est le premier, et celui-ci est le deuxième. Alors, à quoi servaient ces bâtiments? Maintenant, imaginez que vous êtes un architecte célèbre et que le palais vous appelle en disant qu'ils veulent que vous construisiez 2 bâtiments dans la cour d'Enderun. L'un est une bibliothèque, l'autre est une mosquée. Donc, ils vous ont fait une telle proposition. Le palais vous appelle. Bien sûr, vous allez le faire. Une bibliothèque et une mosquée. Ils vous ont montré l'emplacement. Ils ont dit que le milieu de la cour est vide. Nous allons construire l'un des bâtiments ici. Et il y a aussi cette section que vous voyez sur le côté de la cour qui est vide. Nous allons construire le 2e bâtiment là-bas. Je vous pose la question. Où construiriez-vous la bibliothèque? Où construiriez-vous la mosquée Enderun? Je me suis posé la question. Et j'ai réalisé que je ne comprenais pas du tout l'Empire ottoman. Je me suis posé la question. Je fais toujours cela. L'empathie est essentielle. Je me suis dit, où construirais-je la mosquée? Je la construirais au centre. Que devrais-je faire de la bibliothèque? Je la construirais sur le côté. Puis j'ai levé la tête. Et j'ai vu, l'Empire ottoman a construit la bibliothèque au centre et la mosquée Enderun. C'est-à-dire la mosquée où près de 200 étudiants de cette cour prient, a été construite sur le côté. Comment est-ce possible, me suis-je dit? Ces gens sont des personnes très pieuses. Ou bien il y a un tel système à Enderun. Une demi-heure avant l'entrée du temps de la prière de l'aube, tout le monde se réveille. Ils lisent le Coran pendant une demi-heure, ils accomplissent la prière de l'aube et ne se recouchent pas.
Ensuite, une demi-heure. Avant l'appel à la prière du soir, nous appelons cela le temps de Kerahat. Ils laissent de côté tous leurs travaux et occupations. Tous les étudiants se rassemblent en groupe, dans leurs unités respectives. Quand je dis en groupe, ce n'est pas ensemble. Ils lisent le Coran pendant une demi-heure. Les étudiants ici lisent le Coran pendant 1 heure chaque jour. Ils accomplissent les 5 prières quotidiennes. Ils sont très pieux. Mais la mosquée est sur le côté, la bibliothèque au centre. Ensuite, j'ai longuement réfléchi à cela. Parce que, je le dis toujours, l'histoire ment souvent. L'histoire de l'art ne ment jamais. Regardez, l'histoire de l'art nous raconte si bien, à travers ses bâtiments et leurs emplacements, ce qu'était et ce que n'était pas l'Empire ottoman, ce qu'il visait. Ensuite, j'ai réfléchi et je pense avoir trouvé la bonne réponse. Une personne croyante, pieuse, avec une vie bien ordonnée, où si elle est ignorante, il est inévitable qu'elle trébuche et tombe. Une personne intelligente, savante, même si elle n'a pas de vie spirituelle, il est certain qu'un jour, elle trouvera le bon chemin. C'est pourquoi le premier commandement de l'islam est de lire. C'est-à-dire, lorsque vous élevez vos enfants, vous pouvez les élever aussi pieusement que vous le souhaitez. Si vous les élevez avec une foi imitative, sans fondation ni base, demain, lorsqu'ils seront séparés de vous, ils risquent d'être emportés par le premier vent. Mais lorsqu'un enfant est élevé avec une bonne base, peu importe l'environnement ou l'endroit, peu importe les vents auxquels il est exposé, ses pieds resteront toujours fermement ancrés au sol. C'est extrêmement important. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le système éducatif ottoman et l'école d'Anderun qui le disent. À travers ces magnifiques bâtiments que vous voyez au palais de Topkapı. Lorsque nous comprenons correctement Enderun et que nous savons que les Ottomans élevaient leurs jeunes dans un environnement magnifique avec ce système et que nous pouvons appliquer la même logique au système éducatif actuel, alors je pense que nous deviendrons compétents. Notre système éducatif deviendra également compétent. Les enfants qui en sortiront deviendront également compétents. Alors, quand ce magnifique système éducatif a-t-il pris fin? Pendant la période de Mahmoud II, en 1826, le corps des janissaires a été aboli. Le système de recrutement militaire par Devshirme a été supprimé. En bref, comment l'école d'Anderun a-t-elle pris fin? L'école d'Anderun a pris fin pendant la période de Mahmoud II. En 1826, avec l'événement de Vakai Hayriye, le corps des janissaires a été dissous. De toute façon, les élèves recrutés par le système de Devshirme étaient d'abord envoyés à l'Asemi Olanlar Oka, puis aux janissaires, mais ceux qui étaient vraiment intelligents étaient envoyés au palais d'Edirne, au palais de Galata à Istanbul ou au palais de Pargalu Makbul Ibrahim Pacha à Sultanahmet. Après une sélection rigoureuse, ils arrivaient au palais de Topkapı et progressaient à partir de là. Dans les années 1830, lorsque des élèves ont commencé à être directement recrutés de l'école Anderun pour l'armée nouvellement créée, l'armée Asakir Mansour-i Mohammediye, et que ces élèves étaient davantage orientés vers l'armée plutôt que vers les échelons de l'État, leur statut a décliné. Les étudiants ont commencé à venir davantage d'autres écoles pour les échelons de l'État, et l'Enderun a perdu de son importance et a finalement pris fin. Je pense que lorsque nous éduquerons nos jeunes avec un système éducatif basé sur la connaissance et les compétences, et non sur la richesse des parents ou l'absurdité du sang noble, nous connaîtrons alors une explosion dans le système éducatif. Nous aurons formé des personnes de grande qualité pour les institutions de notre pays. L'Empire ottoman avait établi ce système de telle manière que cela s'appliquait non seulement aux étudiants masculins dans la cour dont je vous ai parlé, mais aussi aux étudiantes dans la cour opposée. Savez-vous qui est la personne qui nous décrit le mieux l'Anderun? C'est Ali Ufku Bey. Ali Ufku Bey est un enfant d'origine non musulmane formé à l'Anderun et c'est un homme extraordinaire qui a bien sûr appris la musique turque dans cette cour et l'a fait connaître au monde entier. Un ami d'Ali, Ufku Bey, épouse une femme issue de l'Anderun et un jour, en rendant visite à son ami, il pose la question qui le fascine tant. Voyez-vous, lui-même a étudié dans cette atmosphère. Mais il ne connaît pas ce qu'il y a derrière le mur. Il est très curieux. Comme la femme de son ami vient du harem, il lui fait poser la question. « Comment est le harem ?» demande-t-il. La femme répond en une seule phrase. « C'est exactement comme du côté des hommes. » Autrement dit, les 7 classes que nous avons mentionnées ici étaient exactement les mêmes dans le harem. Là-bas, une fille grandit, progresse, atteint la dernière classe.
et est marié à un étudiant de dernière classe qui a grandi et progressé dans cette cour, dans ce coin. Ils étaient envoyés aux 4 coins du monde pour gouverner et fournir des services, comme nous l'avons dit, dans cette école, Landeron, où l'esprit et le cœur sont élevés en harmonie, où l'ego et l'orgueil sont piétinés, avec un système éducatif centré sur l'humain pour former des personnes au service de l'humanité et, pour gouverner l'humanité, des personnes extraordinaires sont formées. Salutations et respect à vous tous.